C'est pas quelque chose qui... Après, tu sais, c'est comme tout. Au bout d'un moment, les gens, ils posent plus de questions, en fait. Tu sais, pour eux, c'est normal, quoi. Ça va ton Bonjour et travail, alors toi, bienvenue sur pour le toi, c'est podcast un monde. Entreprendre à l'étranger. Ton cerveau, il explose. J'espère que vous T'as avez plein passé de un trucs. bon été, une très bonne T'as rentrée. l'impression de faire des trucs de dingue L'année tous les dernière, jours. on Et oui, ils te partait, parlent de ça comme si on a pas mal voyagé, on a tu pas mal été à vivais l'étranger. je sais Cette pas, année, que on va tu ouvrir le faisais bal un avec Charlène et métro on va boulot aller du dodo côté de classique, tu Lyon. vois, alors que toi, t'aurais Alors mille ça, choses peut-être, à ça dire. sonne moins exotique que la Colombie ou la Russie, mais la thématique du jour, ça va être en fait l'entrepreneuriat et l'impatriation, qui est bien entendu le contraire de l'expatriation. Je vais pas parler plus longtemps, je te souhaite la bienvenue, Charlène, sur le podcast et je vais te laisser te présenter. Merci beaucoup. Bonjour à tous ceux qui sont en train de nous écouter. Donc, moi, je suis Charlène. Comme tu le dis, j'habite à Lyon. En tout cas, je suis revenue à Lyon après avoir été expatriée en Italie pendant 3 ans. Et je suis une entrepreneuse en ligne. J'aide les femmes entrepreneurs dans leur communication à développer leur identité de marque et à s'assumer pleinement. Moi, j'aurais une première question, mais vraiment, on va mettre les Oui. pieds dans le plat directement. Qu'est-ce qui fait que tu pars en Italie? C'est que tu es entrepreneuse en France et tu décides de t'installer en Italie, ou tu n'as aucune notion d'entrepreneuriat et tu arrives en Italie un peu par hasard? Alors, clairement, ce serait plutôt la deuxième option, même si j'ai pas tout à fait aucune notion de l'entrepreneuriat parce que j'avais déjà été à mon compte en France, mais quelques années auparavant. Oui, en fait, je suis partie en Italie pour suivre mon mari qui a été envoyé par son entreprise, en fait. On lui a proposé une mission là-bas de plusieurs années. Et on était à un moment de notre vie où, en fait, moi, j'avais dû reprendre un travail alimentaire, donc je ne m'éclatais pas particulièrement dans ce que je faisais, loin de là. On avait un enfant qui avait 2 ans. Et on s'est dit, bon, bah... Mon mari m'a dit, on peut pas dire non au destin. Et je me suis dit, ouais, c'est pas faux. Sachant qu'on cherchait à s'expatrier depuis un certain nombre d'années et qu'on avait fini par renoncer parce qu'on trouvait rien. Et acheter une maison, quoi, tu vois, en mode on va se ranger, tant pis, on fera des voyages, mais on vivra pas à l'étranger. Donc voilà, ça a été vraiment un truc qui est tombé de nulle part au milieu de l'été, et on s'est dit banco, on y va, on le tente. Ça nous amène en quelle année? Alors ça, c'était en juillet 2016. Et en fait, au départ, on était censé déménager dans les 3 mois, quoi. C'était un truc, ils avaient besoin de quelqu'un tout de suite, donc fallait partir en quatrième vitesse, entre guillemets. On a eu 2 jours pour se décider. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Pourquoi? Parce qu'une semaine après qu'on a dit oui, en fait, une fois qu'on s'est dit ok, on y va, on a appris que j'étais enceinte de ma fille, en fait, que j'étais à nouveau enceinte. Et le problème, c'est que moi, j'ai eu des gros soucis de santé et c'était impossible de partir dans ces conditions. Il fallait que je sois suivie de près. Et je ne me voyais pas faire une grossesse dans un pays que je ne connais pas sans parler la langue. C'était ingérable. C'était impossible. Donc mon mari est parti. Moi, je suis restée encore 1 an toute seule en France, enceinte. Mais ça s'est très rassure-nous, ça s'est bien passé quand même. Alors oui, la grossesse est arrivée à son terme. J'ai une petite fille toute belle qui va bien, qui est en bonne santé. J'ai eu de nouveau des gros soucis. J'ai été hospitalisée un bon moment. Donc j'ai bien fait de rester en France. Mais oui, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que ça a aussi pas mal conditionné en fait mon arrivée en Italie parce que je suis allée rejoindre mon mari. Ma petite, elle avait 3 mois. J'avais géré la grossesse assez seule. Le début aussi pas mal seule parce que lui, il faisait les allers-retours, mais... Je passais une grande partie de la semaine toute seule, à faire les nuits, etc. Donc j'étais sur les rotules, en fait. Je suis arrivée en Italie, j'avais plus envie d'y aller, grosso modo. Donc bon, ça partait pas, tu vois, du meilleur pied possible. D'accord, et tu vois, si je comprends, le départ a été vraiment donc bien que l'envie soit là, t'as rencontré un nombre d'obstacles incalculables. Ouais, jusqu'au départ, déjà, ça a été vraiment compliqué, quoi. Enfin, c'est ça. Puis en plus, au début, il y avait l'impulsion. On s'est dit, ok, super, on y va. 3 mois, il y a un côté, il y a de l'adrénaline, quoi. Tu te dis, en 3 mois, on va trouver une maison, on va changer de pays, c'est génial et tout. Puis finalement, non, en fait,
j'ai déménagé 1 an plus tard, en fait. J'ai déménagé en août 2017. Donc, sur cette année-là, c'était surtout des soucis, de l'inquiétude de santé, de la fatigue beaucoup. Donc, voilà, t'as le temps un peu de changer en te disant, mais au final... Enfin, qu'est-ce que je vais faire? Enfin, ça va être terrible avec mes enfants sur les bras. Donc bon, voilà. L'entrepreneuriat en Italie, j'allais te poser une question, c'est qu'est-ce qui te passe par la tête pour te lancer en tant Mm. qu'entrepreneur en Italie à ce moment-là? Alors, je pense que c'est un grand mélange étrange de désespoir et de confiance en soi. Une fois, non mais tu sais, C'est original comme cocktail, hein. oui, mais en fait, comment te dire ça? Alors, je pense que tu sais, on parle souvent de la résilience, toutes ces choses-là, et je pense qu'il y a un peu de ça là-dedans. C'est vraiment de te dire, ok, là, j'enchaîne vraiment enfin les merdes, hein, pour le dire comme ça. Tu vois, tout est compliqué, j'ai vraiment la tête sous l'eau, mais je vais pas me laisser faire. Enfin, toute cette énergie-là, on va la transformer en quelque chose de bien, et de bien pour moi avant tout. Parce que finalement, derrière ça, il y a quand même aussi le côté, tu te dis, ok, donc là, j'ai accepté de vivre ce truc infernal pendant 1 an, j'ai été toute seule, j'ai géré plein de trucs et tout, parce que ça sert un projet familial, certes, mais aussi professionnel pour mon mari. Moi, là-dedans, je gère beaucoup de choses seule. Et je me suis dit, donc j'arrive en Italie, je connais personne, je parle pas la langue, je suis toute la journée toute seule avec 2 enfants en bas âge. Il me reste, qu'est-ce qui m'appartient en fait là-dedans, tu vois? Elle est où mon indépendance à moi, mon autonomie? Et en fait, c'est beaucoup parti de là, mon envie d'entreprendre. Mélanger un sentiment de punaise, t'as déjà fait tout ça en 1 an, tu peux le faire, tu vas y arriver. Mais voilà, et le petit déclic quand même pour avoir vraiment l'idée, on va dire, de ce que j'allais faire, c'est que moi j'écris depuis toujours et j'avais un blog depuis très longtemps, un blog voyage. Et dès que je suis arrivée en Italie, j'ai créé un blog pour parler de mon expatriation, pour partager ce que je vivais, etc. Et en me remettant là-dedans, sachant que pendant des années, je m'étais quand même beaucoup renseignée sur le référencement naturel, etc. Progressivement, j'avais essayé de professionnaliser mon blog. Je me suis rendu compte qu'il y avait une opportunité qui était celle de la rédaction web. Et que ça, c'était un métier que je pouvais exercer en freelance, n'importe où. Et que pour le coup, ça collait bien à mes compétences. Donc, le point de départ, ça a été ça, en fait. Je me suis dit, tiens, on va essayer ça. Ta clientèle sur place, du coup, ça se passe comment? C'est une clientèle locale francophone ou francophile locale, ou c'est une clientèle que tu viens directement chercher en France? Ah oui, oui, c'était en France. Non, il y avait pas de... J'ai pas eu de clientèle italienne. J'ai vraiment... En fait, j'ai commencé en me mettant sur des plateformes de rédaction. Enfin, tu vois, des plateformes qui permettent de trouver des clients, etc. Après, j'ai fait mon site. Enfin, j'avais plus vraiment besoin de prospecter. J'ai pas eu besoin de prospecter très longtemps, sincèrement. Mais la petite anecdote, c'est quand même que la première personne qui m'a laissé ma chance, c'est une grande société qui vend de la mozzarella. Et que le fait que j'étais expatriée en Italie, je pense, a été le petit argument Ah, c'est pas mal, c'est original pour ça. m'embaucher. Ouais. Donc je me suis dit, ah, tu m'auras quand même servi à quelque chose, petite Italie. Mais donc voilà. Donc ça a été le premier contrat, ouais, la mozza. Donc... Et de... Mais la Ouais, clientèle était francophone. francophone en France, D'accord. ouais. Et comment dire, tu restes combien de temps en tant qu'entrepreneur en Italie? Et bah du coup, pratiquement tout le temps de mon expat, parce qu'au final, en fait, je me suis mise à mon compte à peine 6 mois après être arrivée en Italie. En fait, j'ai emménagé en août 2017 et j'ai ouvert mon auto-entreprise en février 2018. Donc assez rapidement après. Et j'étais toujours à mon compte quand je suis repartie d'Italie, donc 2 ans et demi en Italie. Ça s'est passé comment ton positionnement sur le marché en Italie? Bah, en fait, moi, je me suis pas du tout positionnée en Italie. Enfin, sincèrement, en fait, l'Italie était mon lieu de vie, mais mon lieu de travail par ricochet parce que j'y vivais. Mais par contre, j'ai pas. Alors, j'ai pas cherché à développer de clientèle italienne. Oui, mais j'ai quand même eu 1 ou 2 opportunités ensuite par réseau, on va dire, mais soit de francophones, soit d'amis italiens. Mais j'ai vraiment pas fait de positionnement sur l'Italie. Enfin, c'était moi finalement ma clientèle, elle était en ligne, en France principalement, et voilà. Enfin,
j'avais pas, tu vois, de vie professionnelle dans l'Italie, quoi. D'accord, ouais, donc comment dire, ouais, ça t'a jamais traversé l'esprit de développer ton business, ne serait-ce qu'auprès des Français sur place. Alors, si, j'y ai pensé, mais comment dire? Alors après, les Français que je côtoyais, soit ils étaient dans des entreprises, enfin, donc mon savoir-faire ne les intéressait pas nécessairement, soit c'était d'autres freelances qui étaient dans la traduction ou ce genre de choses. Et du coup, on a déjà songé à des complémentarités, mais on n'a pas eu d'occasion particulière, enfin voilà, d'y donner vie, quoi. Mais non, j'avais pas plus de recherche que ça, d'autant plus que assez vite, mon activité, elle a évolué, parce que finalement, la rédaction web, ça a duré à peine un an. Et ensuite, j'ai ouvert Dis-le tout haut, qui est mon entreprise actuelle. Et là, c'était encore un autre travail, donc ça avait plus vraiment de... C'était encore une autre dynamique, quoi. Là, aujourd'hui, on est aussi pour parler donc du coup de ton impatriation. Ouais, Euh, Quand est-ce que tu rentres en France et comment se passe ce retour? Parce que tu quittes la France, tu es jeune maman mm, et salariée à un moment donné, donc tu as mm, été salariée avant d'être jeune maman, et oui, tu reviens en France avec la casquette d'entrepreneur, de chef ouais, d'entreprise, ouais, d'indépendante. C'est-à-dire qu'une partie de ton mindset d'entrepreneur, c'est construit à l'étranger. complètement. Complètement. Et je pense vraiment que c'est parce que j'étais à l'étranger que j'ai enfin eu le bon mindset et enfin que tout s'est aligné pour que je crée l'entreprise que j'ai créée. Et ça, j'en suis persuadée. Donc, revenir en France après ça, ça a été très bizarre en fait. Parce que pendant qu'on était en Italie, bah forcément, la vie, c'est pas que notre entreprise. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et d'un point de vue familial, c'était assez compliqué. Parce que c'est pas un pays Enfin, on a toujours l'image des Italiens qui adorent les enfants, etc. C'est vrai, mais il y a une raison pour laquelle ils les aiment, c'est qu'ils peuvent pas en faire. Enfin, parce que leur système social, il est vraiment très, très naze. donc, donc, les enfants, ça coûte très, très cher. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait absolument pas anticipé quand on est parti. Donc ça nous coûtait beaucoup, beaucoup d'argent. C'est un rythme, en fait, tout est pensé pour qu'en gros les grands-parents ils s'occupent des enfants. Donc l'école, ça se termine tôt. Si tu les mets au périsco, de toute façon, ça dépasse pas 16h30 et ça coûte très très cher. Les crèches coûtent cher. Enfin bref, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc mi bout à bout, on commençait un peu à fatiguer, et financièrement, et au niveau du rythme. Aussi parce que mon activité, elle se développait bien et que moi, j'avais besoin de temps et c'était compliqué. Donc il y a eu une espèce de fantasme, en tout cas pour moi, beaucoup, du retour en France, en me disant la France, voilà, c'est le pays où déjà on t'aide pour faire garder tes enfants, l'école est gratuite, on a notre famille à côté, enfin voilà, il y avait plein d'arguments très rationnels pour revenir en France. Et ce que j'avais moyennement anticipé, enfin je le sentais venir, mais je l'avais pas senti à ce point, c'est que ça allait quand même m'enlever une partie de un peu de ta rage, quoi. Tu sais, du truc qui fait que t'as un truc qui te tient là comme ça et qui te stimule, même si c'est épuisant. Et j'ai trouvé ça hyper plan-plan en fait de rentrer en France. Pendant quelques mois, ça m'a lessivé en fait. Je me suis sentie vide, tu vois. Donc l'état d'esprit euh, conquérant de la chef d'entreprise que j'étais devenue, une confiance qui était... Enfin, je suis pas rentrée comme je suis partie, clairement. Enfin, j'étais une autre personne. Mais j'ai mis du temps à retrouver quelque chose qui me stimule, en fait. Tout m'a déçue quand je suis rentrée en France. Généralement, quand j'échange avec des entrepreneurs, ou même je l'ai vécu à titre perso, le, lorsque tu pars et que tu reviens, donc tu es forcément changé. Si lorsque tu as eu une Mm. expérience à l'étranger, que tu reviens en France, si tu n'as pas été changé, c'est qu'il y a eu un souci quelque part. Ah oui, c'est clair. Voilà. Et surtout lorsque tu pars sur des périodes de 2, 3 à 4 ans. Euh, Comment ça a été perçu par tes proches, ton retour en tant que chef d'entreprise? Euh, bah, globalement, je- ils sont plutôt admiratifs, on va dire, de manière générale. Enfin, là-dessus, après, bon, moi, j'ai des parents qui sont indépendants. Enfin, c'est des artistes. Ma maman, elle est comédienne, metteur en scène. Mon père, il est musicien. Ils ont toujours vécu de leur art. Donc, eux, limite, ils attendaient que ça arrive un jour, quoi. Ils se disaient, mais quand est-ce qu'elle va
entreprendre. Quand est-ce qu'elle Voilà, va c'était, éclore? c'était plutôt ça, ouais. Et pour le reste, non, non, les gens sont un peu, oui, impressionnés que quand ce laps de temps, j'ai réussi à faire ça avec les conditions qui étaient celles, bah, voilà, d'une expatriation, des enfants petits, etc. Euh, donc, c'est pas quelque chose qui est. Après, tu sais, c'est comme tout. Au bout d'un moment, les gens, ils posent plus de questions, en fait. Tu sais, pour eux, c'est normal, quoi. Ça va ton travail, alors que toi, pour toi, c'est un monde. Ton cerveau, il explose. T'as plein de trucs. T'as l'impression de faire des trucs de dingue tous les jours. Et oui, ils te parlent de ça comme si tu te levais et que je sais pas, que tu faisais un métro boulot dodo classique, tu vois, alors que toi, t'aurais 1000 choses à dire. Mais et peut-être que j'arrivais mieux à le. Tu sais, quand tu es en train de le vivre à l'étranger, la distance avec les gens fait que c'est encore différent. Enfin, tu le vis d'une façon peut-être encore plus intense, tu te rends encore plus compte. Et tu as l'impression que quand tu vas leur en parler, bah, tu auras 1000 trucs à dire. Alors que si tu les vois plus souvent, que tu es dans un rythme de vie officiellement plus classique, je sais pas, il y a quelque chose un peu qui est lissé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, comment dire, moi ça fait plus de 10 ans que je suis indépendant, donc ça fait certaines personnes ne m'ont connu uniquement qu'en tant qu'indépendant. Ouais, Euh, Ça crée quelque chose parce qu'en fait, je pense que les gens ne comprennent pas ce que tu fais aussi. ouais. Ah bah oui, Et ça a c'est été, sûr. et j'en parlais il n'y a pas plus tard qu'hier avec une tablée entière d'entrepreneurs. On était 15 autour de la table. Là, on était littéralement 15 autour de la table. Et, euh, et ça fera même l'objet d'une prochaine discussion ensemble. En gros, c'est pitcher ton boulot, mais à ta grand-mère. Ouais, bah oui, oui. Et tu te rends compte que les gens, t'as beau leur expliquer ce que tu fais, ils ne le comprennent pas. Non, ils comprennent pas. Et on est dans une ère où 80%, peut-être même 90% de notre activité, que ce soit du service, ouais, c'est de la prestation de service, du conseil ou autre, c'est pas palpable. Mm. Tu sais, tu fournis un PDF ou. Et la seule personne dit, en fait, je t'ai payé pour 4 feuilles en PDF. Pour 4 feuillets, donc. Et les gens ne comprennent pas. Donc après, je pense que ça vient de là aussi. Oui. Non, mais ça, je pense que ça joue. Et c'est vrai qu'il y a un décalage parce que bah, c'est ce qu'on disait. En fait, toi, enfin, tu vis les enjeux d'une façon différente aussi quand tu entreprends. Enfin, t'es pas. Ton entreprise, tu la gères, tu es un peu sur plein de pôles en même temps. Enfin, tu vois, c'est toi qui es responsable de sa croissance. Donc, forcément, c'est très différent d'aller au boulot et qu'il y a plein d'autres personnes qui ont aussi pensé la croissance de l'entreprise dans laquelle tu travailles pour toi, entre guillemets. Enfin, donc, il y a beaucoup d'enjeux, je pense, qui font que finalement, ça ne peut qu'être frustrant d'en parler avec des personnes qui sont pas entrepreneurs ou qui te côtoient pas de très très près et qui voient pas l'évolution parce qu'ils peuvent pas se rendre compte de tout ce que ça représente. Donc, d'où l'intérêt d'avoir aussi un entourage d'entrepreneurs d'une façon ou d'une autre, parce que je pense que ça aide Ah, mais à partager. je pense qu'il faut avoir. Moi, je pars du principe, je pense qu'il faut avoir les deux. Oui, Il faut avoir un entourage d'entrepreneurs, c'est un peu tes psychologues, mm, voire même tes psychiatres par moment. Et des fois, tu sais, il faut aller discuter j'appelle ça avec des individus normaux. oui, ah oui, oui. C'est des gens qui sont pas complètement malades, qui n'ont pas de pète au casque, qui ont discuté en coréen. C'est des gens qui sont pas motivés par aller à une réunion de business à 6h30 du matin ou à midi, il y a des déjeuners qui durent 4 heures, Ouais, ouais. ou tu rentres le soir chez toi après ta journée, il est 23h. S'il y a des salariés, ils te regarderaient et ils te disent mais t'es complètement fou. Mm, mm. Pourquoi tu t'infliges ça? Là aussi, je pense que si on prend juste le temps d'expliquer pourquoi on s'inflige ça, je pense qu'on va mettre un temps fou à essayer de l'expliquer. Ouais, Et je pense que même à la fin de l'explication, la personne te regarde et te dit oui, mais pourquoi? Donc il y a ça aussi, il y a ce gap, et je me suis rendu compte, de par ma propre expérience et de la part d'expérience d'entrepreneurs à travers le monde avec qui j'ai eu la chance de discuter, c'est que le retour en France, des fois en fait, le principal obstacle, c'est expliquer la mentalité que tu as acquis à l'étranger. mm. Ah oui, mais ça, c'est terrible. Enfin, alors c'est drôle parce que c'est un sujet de conversation qu'on a en ce moment avec mon mari, qui dépasse l'entrepreneuriat, mais en fait, moi, je me suis rendu compte que là, tu vois, les raisons pour lesquelles j'avais eu envie de rentrer en France, qui était presque de recharger les batteries un peu après une intensité
bah voilà, de ces 4 années, si on compte l'année où j'ai dû attendre un peu seule, enceinte, etc., j'avais besoin de me reposer, quoi, de m'ancrer quelque part un petit peu. Mais là, tu vois, ça me suffit, là, c'est bon. C'est bon, je suis rechargée, là. Donc, et du coup, on en parlait et je disais, mais c'est terrible parce que c'est vrai que finalement, quand tu pars, c'est un peu un voyage sans retour, mais c'est vrai pour plein de choses. Enfin, nous, on avait eu l'occasion de faire un voyage en sac à dos pendant 6 mois, il y a quelques années, avant d'avoir les enfants, etc. Même quand tu reviens, avant de vraiment te réadapter, entre guillemets, même si tu gardes toujours quelque chose, tu rentres changé, c'est ce qu'on disait, il faut beaucoup de temps. Et là, c'est la même chose. Je me dis, il y a un décalage qui fait que c'est ce que tu acquiers pendant ce temps. En fait, le temps ne s'est pas écoulé exactement de la même façon pour toi et pour les gens qui sont restés. En fait, il y a quelque chose de décalé un petit peu. Et tu peux expliquer, tu peux partager ton point de vue, mais des fois, ça suffit pas. Enfin, et des fois, même, au bout d'un moment, tu as envie juste de retrouver ce truc, tu sais, ce goût de te dire waouh, je vais voir comment ça se passe ailleurs, je vais me réadapter, je vais. Tant pis, je vais en chier encore un petit peu, mais c'est pas grave, on y retourne. Donc, et ouais, là, j'avoue que là maintenant, je suis un peu dans cette optique. J'aimerais bien repartir. Une idée en perspective, un retour en Italie ou... Je rigole, mais si j'en ai parlé à mon mari. Et en même temps que je l'écrivais, je me disais, mais c'est vraiment toi qui es en train de dire ça, là après toutes ces mésaventures. Mais oui, j'y songe. Après, je me méfie aussi, de la même manière que tu peux fantasmer à quel point ce serait génial de revenir en France quand il n'y est pas. L'inverse est vrai aussi, hein, je pense. Peut-être que si on me remettait dans l'Italie, je me rappellerais pourquoi à un moment j'avais vraiment envie d'en partir. mais, mais Ouais, bon. tu peux faire ça par cycle, hein. Écoute, Oui, moi, il y a une première expatriation, un retour en France, puis une expatriation de 3 ans à temps plein, puis un espèce, tu sais, d'entre-deux où tu es ouais, entre ouais, deux ouais. pays pendant quelques temps. Après, c'est un espèce d'équilibre. Bon, après, c'est pas viable, hein. Sur le long terme, Mm. c'est pas viable parce qu'à un moment donné, il faut que tu te poses et que tu construises Ouais, quelque chose. C'est pas viable. Mais il y a un truc, ouais, c'est une excitation où toi seul, c'est et peux la comprendre. ouais. Ah oui, oui. Voilà, toi seul peux la comprendre. Et là aussi, c'est comme un peu pour le business. C'est que tu comprends. C'est indescriptible, tu n'arrives pas à le décrire, et c'est incompréhensible pour l'interlocuteur en face de toi. Mm, mm. Donc c'est pour ça que ma question, elle était, écoute, elle tombait à pic, c'est vrai, est-ce que c'est l'Italie qui, qui t'appelle lentement, c'est au creux de Ouais, l'oreille, ouais, c'est ouais. reviens, Ouais. reviens, reviens. Ah ben, non, mais il y a un peu de ça, hein. Mais, tu sais, je suis partie il y a quoi, il y a 15 jours, j'étais en Grèce. Et en fait, on est passé au-dessus de l'Italie avec l'avion. Je te promets. C'était un truc. En fait, je regardais le sol et je me disais, mais je sais ce qui se passe en dessous. Tu sais, j'ai les odeurs, j'ai les voix des gens, j'ai ce truc. Et je le regardais en me disant, oh, mais c'est la maison. C'était très, très bizarre comme sensation. Et au retour, on est même passé au-dessus de Parme, où j'habitais. Et oh là, mais j'étais comme une dingue, quoi. Enfin, tu sais, je me disais, mais en fait, je voudrais qu'on atterrisse là. En fait, je voudrais arriver là, s'il vous plaît. D'habitude, l'arrivée, c'est easy. Oui, oui. Donc j'étais très déçue que l'avion continue jusqu'à Lyon. J'étais vraiment bien déçue. Mais bon, on verra, hein. Peut-être que ce sera ça, peut-être que ce sera autre chose. J'exclus pas aussi, tu sais, des fois simplement aussi de changer de région en France. Parfois, tu peux aussi retrouver cette découverte d'un endroit que tu connais pas. Ça n'enlève pas que tu seras toujours avec tes compatriotes. Donc ça change un petit peu aussi la découverte sociale, culturelle, tu vois. Mais en tout cas, je pense que ça finira par arriver et je pense vraiment que, oui, cette période à l'étranger, de toute manière, pour entreprendre, moi, ça m'a boosté. Parce qu'au-delà du fait qu'il y avait tout ce contexte voilà, de besoin d'accomplissement, je suis persuadée qu'il y avait des trucs aussi, tu sais, presque je sais pas, neurologiques. Enfin, tu sais, déjà, le fait que tu sois baigné dans une langue qui n'est pas la tienne, que tu es obligé d'apprendre en quelques semaines, je me dis, ton cerveau, il est à fond les ballons, quoi. Il est surstimulé. Et je pense que ça, tu sais, ça te booste, en fait, dans tout ce que tu fais. Parce que quand j'y repense, je me dis, mais attends, c'est un truc de fou. Je dormais 4-5 heures par nuit. Enfin, mes enfants, ils dormaient pas bien. Moi, je montais ma boîte. À un moment, je cumulais mes missions de freelance et le développement de Dis-le tout haut. Quand je me suis mise à faire ça, en fait, si tu veux, en gros,
la journée, je travaillais pour mes clients. Il fallait que je m'arrête à 15h30, 16h pour aller chercher mes enfants. Je me tapais toute la fin de journée avec les enfants et tout jusqu'à ce qu'ils aillent se coucher. Et genre vers 22h, je me remettais à bosser, cette fois-ci pour Dis le tout haut, jusqu'à 3h30 du mat'. Et puis rebelote, le lendemain, tu te levais à 7h et c'est reparti pour une journée comme ça. Et je me dis, bon, il y a la motivation, il y a ce moment où tu te dépasses et tu te dis, de toute façon, je sais ce que j'ai en tête, je vais y aller. Mais je suis sûre qu'il y a une espèce d'adrénaline et de tu vois, d'activation du cerveau qui a été décuplée par la vie à Et ça l'étranger. donne une certaine capacité d'adaptation. Ouais, complètement. C'est tu comprends le monde différemment. Mm. Et que ce soit sur l'aspect économique, politique, social, sociétal, c'est quand tu reviens en France. Moi, je sais que lorsque je reviens en France, je suis un féru d'actualité. Je prends un peu de temps. Et là, je peux quitter la France, ne serait-ce que pour quelques jours. Hein. Mm. Mais en fait, je me rends compte que je me déconnecte, mais inconsciemment, de l'actualité. Ah oui, mais ça, c'était... Alors, c'est drôle que tu De dises ça. temps en temps, Ah de ouais. temps en temps, c'est France Info sur l'application. C'est Oui, histoire d'avoir les grandes lignes. oui, oui, oui. Ah, Mais ça, c'est drôle parce que tu vois, quand on habitait en France avant de partir en Italie, moi, j'ai toujours aussi beaucoup aimé l'actualité, je suis beaucoup tout ce qui est politique, etc. Ça me passionne. Donc j'étais, tu vois, tous les jours, je mettais la radio, j'écoutais des émissions, ou même après des émissions annexes de France Inter que j'aime bien, des trucs comme ça. Et bizarrement, quand je suis arrivée en Italie, en fait, j'ai arrêté progressivement, mais j'ai complètement arrêté au bout d'un moment. Et en fait, j'ai trouvé cette période bénie. Franchement, quand je suis revenue en France, j'ai fait le chemin inverse, tu sais, progressivement, je me suis remise dedans. Mais parce que j'ai retrouvé ce truc qui, bah voilà, ça me passionne, ça m'implique et tout, mais du coup, je m'énerve pour trop de trucs. Et je me dis, au moins, quand j'étais en Italie, je me sentais dans une espèce de petite bulle, très agréable, tu vois, où finalement, tu as une espèce de distance. Donc, tu regardes les choses en te disant, mais pourquoi ils font comme ça ou je sais pas quoi. T'es pas tout à fait non plus dans la vie politique du pays où t'habites. Enfin, ne serait-ce parce que t'as pas le droit de vote ou n'importe. Enfin, tu vois, tu la regardes, t'essayes de la comprendre, tu l'analyses, mais c'est pas ton pays. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu. Et bref, et moi je trouvais ça très reposant en fait. moi, tu es là en tant qu'observateur. Moi, il y a une Ouais. phrase, un jour, j'ai sorti à une pote, elle me dit, mais pourquoi, toi qui es impliqué, machin, le Portugal, ça se passe comment? Je fais, écoute, les premiers temps, quand je suis arrivé au Portugal, je comprenais pas ce qui se passait. Mm. Et je lui dis, en fait, je faisais aucun effort pour comprendre. Ouais. Et c'était pas une paresse intellectuelle ou un manque de curiosité ou quoi que ce soit. En fait, c'est je me laissais le maximum de temps avant de mettre le nez dedans et de me rendre compte que c'était un capharnaüm aussi Ouais. politique, social, machin, tout ce que tu veux. Et donc, des fois, si je regardais ça, mais tu sais, tu lis un peu, tu sais, deux, trois lignes de ce qui se passe. Tu regardes un quart de minute d'un JT, c'est mais ne serait-ce que le début, que les annonces. Tu sais, il s'est passé ça, ça, ça et ça. On va revenir plus tard dans le JT. Tu coupes. Ah ouais, C'est bon, j'en ai assez. bon, nous, on a été obligés de se mettre un petit peu à la page rapidement parce qu'on est arrivé, tu sais, au moment des élections en Italie, quand Salvini est arrivé en force, etc., là, en 2017. Donc, c'était le sujet de conversation des gens qui étaient en France quand ils nous parlaient, quoi. Et alors, Salvini, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va sur Twitter, tu verras ce C'est qu'il ça. poste. Je Non, ne mais sais, je ne sais pas. C'est ça, c'est là sur Twitter. Genre, c'est tellement drôle. Ou pas, mais. oui, mais ouais, c'est vrai que l'implication. Mais par contre, je trouve je trouve qu'il y a quelque chose de très beau à arriver quelque part où, tu sais, j'ai toujours cette image un peu de, tu prends un train en marche. Enfin, c'est comme quand t'atterris, tu sais, dans un avion, n'importe, même si tu pars en vacances. Moi, ça me fascine toujours ce moment où tu décolles, t'es dans les airs, il se passe plus rien, t'es un peu dans ta bulle et tout. Et puis hop, t'atterris et tu te rends compte qu'en fait, il y avait plein de gens aussi ailleurs, que la vie suit son cours, que tout le monde fait sa vie et tout. Puis hop, tu prends le truc en marche, quoi. Et quand tu débarques dans un pays, c'est comme ça et tu vois les gens vivre, tu vois. C'est vrai que t'as pas envie tout de suite de penser forcément au contexte politique ou n'importe, parce que il y a de la beauté partout, quoi. Tu vois les gens dans la rue, tu vois les gens prendre un café, se parler. T'es... Ne serait-ce que d'entendre une autre langue. Enfin, moi, je me rappelle de ça au début en Italie. J'étais sous le choc en permanence. Quand autour de moi, tout le monde parlait italien. Tu sais, t'es pas habitué à
ambiance sonore en fait, parce que c'est pas ta langue. Et à l'inverse, quand tu rentres en France, le nombre de fois où je me suis retournée vers mon mari, je fais il parle français. C'est normal. On est revenu. Parce que d'habitude, tu fais ça à l'étranger, quand d'un seul coup, tu entends ta langue, tu fais il y a des Français. Donc, le cerveau, c'est fascinant. Vraiment, moi, je trouve ça fascinant. Mais comme de la même manière que tu ne perds jamais vraiment, tu vois. Là, en vacances en Grèce, il y avait des Italiens. En fait, ils nous ont demandé un truc en anglais, on leur répond en italien parce on les avait entendus parler italien. On s'est mis à discuter. Genre, ça ne choque personne, quoi. Tu sais, le truc est... c'est fluide, c'est là, c'est dans la tête. Tu m'as parlé de Dis le tout. Oui. Dis le tout, si tu devais décrire ta boîte, et surtout, moi j'ai envie de savoir c'est à quel moment Dis le tout est devenu et passé de l'étape de projet que tu peaufines jusqu'à 2-3 heures du matin à une entreprise. Alors, assez vite en vrai, parce que si tu veux, Dis le tout, c'est un truc que j'avais dans la tête dès fin 2018 en fait. Donc tu vois, assez rapidement après m'être mis en freelance. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de 2018, j'ai fait une sorte de petit burn-out. Enfin, j'étais vraiment sur la corde raide. J'avais énormément de travail en tant que freelance, des enfants, donc comme on le disait, j'étais pas très satisfaite du rythme de vie que j'avais en Italie. Donc tout a un peu explosé. Et puis c'est là que j'ai dit, ok, en fait, cette idée, je l'avais dans la tête plutôt pour le retour en France. Et j'ai dit, bon, c'est maintenant. Là, c'est maintenant que ça se passe. Et du coup, je me suis mise à travailler, comme on le disait, toutes les nuits. Et en fait, déjà au bout de 3 mois, j'ai commencé à avoir des clientes. Donc ça allait assez vite, le travail a payé, payé assez rapidement. Et jusqu'à ce que ça devienne vraiment mon activité unique, il s'est écoulé encore à peu près 8 mois, 10 mois. Ouais, on va dire que j'ai ouvert Dis le tout en février 2019. Et à partir de l'automne 2019, je prenais plus de commandes de rédac. Je bossais qu'avec Dis le tout. Aujourd'hui, Dis le tout, tu proposes quoi comme service? Alors, je fais de la formation en ligne et je fais de l'accompagnement pour les entrepreneuses. Donc moi, mon travail, c'est vraiment de les aider à développer leur communication en ligne. Donc il y a des formations plus stratégiques, on va dire, voilà, de connaissances, d'outils ou du SEO, etc. Mais ce qui me tient vraiment à cœur, c'est plutôt qu'elles travaillent sur leur personnalité, en fait, de travailler leur identité de marque. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on travaille ensemble. Et j'ai aussi une partie agence web. Donc ça, je l'ai développée, je l'ai rouverte au printemps, parce que j'avais quand même de la demande pour des articles, etc. Donc il y a un pôle agence web. Mais mon cœur vraiment d'activité, c'est plus la formation et l'accompagnement. Donc c'est vraiment ces deux activités qui font le cœur de l'entreprise. Pareil, on est sur une clientèle 100% féminine. Ouais. Alors oui, 100% féminine. Alors voilà, hein, comme on en parlait avant l'enregistrement, donc je vais le redire, je n'ai absolument rien contre les hommes, loin de là. Je vous aime, messieurs, mais c'est simplement que... Alors, on le mettra en moto. Voilà, tu peux le mettre en citation. Venez écouter, je vous aime, c'est messieurs. Sympa, je vous aime, messieurs, j'adore. Non, mais c'est vrai. Mais c'est simplement que... et comme je le disais, en plus, j'ai quand même des hommes qui achètent mes formations. Je les vois cachés, mais je reconnais leur prénom dans l'adresse mail. S'ils aiment le rose, il n'y a pas de souci. Moi, vraiment, ça me va très bien de former aussi des hommes. C'est juste que par rapport au parcours que j'ai eu, voilà, notamment avec ce que j'ai vécu en Italie et ce besoin vraiment... C'est la première fois de ma vie que j'ai senti à ce point une dépendance, en fait. Tu vois, vraiment une dépendance financière, de me dire, mais en fait, là, je ne suis rien. Je dépends complètement de mon mari. J'ai plus d'activité professionnelle, j'ai pas de vie, j'ai pas de famille à côté de moi, j'ai pas d'amis. J'ai débarqué en Italie, j'étais seule au monde. Et ce sentiment-là, ça m'a... En fait, quand j'ai commencé à en parler, je me suis rendu compte dans mon entourage que j'avais des amis qui étaient dans cette situation. Même des amis qui avaient une activité salariée mais qui ne s'épanouissaient pas,
qui trouvait pas de sens dans ce qu'elle faisait, qui avait envie d'autre chose, mais qui savait pas comment s'y prendre, etc. Et en une année, ma vie, elle a tellement évolué. Enfin, mon activité de rédactrice web, elle a explosé. Enfin, vraiment, je me suis mise à vraiment avoir une super clientèle, etc. Ma vie, elle a changé, enfin, tu vois. Et je me suis dit, mais là, ce changement, je veux pouvoir le transmettre d'une façon ou d'une autre à des femmes, qu'elles sachent que c'est possible. Et à plus forte raison avec cette vie de mère, avec ces difficultés et ces contraintes aussi, parce que être mère, enfin, c'est beaucoup, il y a beaucoup d'enjeux à beaucoup de niveaux psychologiques, mais aussi de gestion du temps, des injonctions qu'on se met à nous-mêmes, tu vois, de cette culpabilité permanente. Est-ce que je travaille trop? Est-ce que je travaille pas assez? Gna, gna, gna. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc, j'avais tout ça en moi que j'avais besoin de transmettre. C'est pour ça que ma cible est féminine, en fait, parce que je ne pouvais... ça partait de moi, et le fait que je sois une femme comptait beaucoup dans cette affaire. Non, mais du coup, non, mais après, ça a du sens. Et en plus de les former dans la com digitale, tu formes une clientèle que tu connais très bien, parce que tu es ta potentielle cliente. Exactement. En général, je ne propose que des choses que j'aurais achetées moi-même si on me les avait proposées, parce que ça m'aurait fait du bien. Mais oui, bien sûr, ouais. Oui, c'est quelque chose de très... finalement, c'est vraiment quelque chose de très personnel qui s'est déployé vers plus de personnes. Mais ma clientèle me ressemble beaucoup, beaucoup. Et le podcast dans tout ça? Alors, le podcast. Le podcast, Non, mais j'adore avoir les invités qui sont aussi podcasteurs, donc en fait, ça permet toujours d'avoir c'est soit de peaufiner son setup, soit de filer des tuyaux, et surtout de savoir ce qui nous a amené à faire ça, quoi. Ouais. Alors, le podcast, franchement, pour moi, c'était un peu une évidence parce que de gamine, tu sais, j'ai toujours aimé les émissions radio. Tu sais, quand j'avais mon radio-cassette, je m'enregistrais toute seule. Puis j'avais un deuxième radio-cassette avec les chansons que j'avais enregistrées à la radio. Puis, et tout de suite, on écoute. Donc, j'étais très friande de tout ça. J'espérais pouvoir émettre quelque part. Bon, j'y connaissais rien. Et du coup, mais j'avais pas pensé au podcast tout de suite, en fait, pour mon entreprise, parce que moi, mon truc, comme je disais, de base, c'est plutôt l'écriture et le théâtre. Donc finalement, tu vois, le podcast, je trouve que c'est un petit peu... ça rejoint aussi avec le théâtre. Il y a un côté un peu scénique, mais après, je me suis rendu compte que le format, en plus, grandissait, en fait. Enfin, je me suis mise à écouter des podcasts et je me suis dit, c'est super cool. Mais est-ce que c'est pas un peu mon rêve de radio, enfin, à portée de main? Et du coup, ça m'a paru assez naturel de lancer un podcast en complément de mon contenu que je produisais sur le blog, sur Instagram, etc. Et d'en faire un rendez-vous convivial, quoi, tu vois, ce truc où les gens ils prennent leur dose de conseils, de bonne humeur, de choses un peu en même temps concrètes. J'aime bien faire des épisodes où les personnes qui m'écoutent, elles peuvent à la fois réfléchir, tu vois, ça les fait évoluer sur leur point de vue, mais où elles ont un exercice à mettre en application ou quelque chose qu'elles peuvent derrière utiliser pour leur semaine à venir, etc. Comment dire, aujourd'hui, quelles sont les pistes de développement autant du podcast, clairement c'est ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse le plus, et les projets de ta boîte? Alors, développement du podcast, là, j'ai mis beaucoup le paquet sur le podcast. Là, je suis à un épisode par semaine. J'ai rajouté depuis quelques semaines une sorte de virgule, ça s'appelle les caps, donc c'est des épisodes de 5-6 minutes, où là c'est un peu des épisodes coup de poing, tu vois, où on prend une idée, on la décortique, ou alors c'est un coup de boost, etc. Je vois les effets d'un point de vue développement du podcast, de cet ajout de cette petite virgule, parce que vraiment ça fait augmenter les écoutes. Donc mon but, c'est de continuer à développer ce podcast de la manière dont je suis en train de le développer. Je trouve que là, en plus, j'arrive à faire des choses maintenant qui m'intéressent vraiment, c'est-à-dire qu'au-delà du conseil business, j'amène aussi toute ma connaissance théâtrale, toute ma connaissance en termes d'écriture, et je trouve que ça fait des épisodes qui sont super agréables et qui changent un peu aussi de ce qu'on entend dans le podcasting business. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est introduire aussi plus d'interviews, mais ça, je vais travailler dessus dans l'année. J'aimerais bien avoir plus d'invités pour alterner un petit peu le type de contenu.
il y a un an, c'est ce qu'on se disait hors antenne, j'avais créé une émission, ça s'appelait No Filter, donc ça c'était un peu le café des entrepreneurs si tu veux, enfin on papotait d'un sujet pendant 1 heure et demie, et c'était hyper drôle, il y avait des petits jeux, c'était vraiment en mode émission radio, donc il y avait des virgules, de petits extraits de films, des jeux, des choses assez ludiques, et au milieu on échangeait. J'aimerais bien reprendre un format comme ça, mais peut-être 1 fois par mois, parce que c'est très lourd à organiser. Ça demande pas mal de boulot, si je me permets juste de te couper, pour avoir fait 20 épisodes en moins de 6 mois. Je remercierai jamais assez Cyril qui m'accompagne sur l'aventure, mais c'est épuisant. Là, tu sais, t'es content, c'est quand tu vois, tu sais, il n'y a que 4 lundis dans ce mois, t'es content. Ah oui, non, mais je te comprends. Et là, c'est quand tu vois un 5e lundi arriver dans la semaine, dans le mois, tu vas, non, c'est pas vrai. Non, mais c'est très très lourd. Et quand j'avais lancé ça, tu vois, j'en avais enregistré d'avance pendant plusieurs semaines. Alors je m'étais dit, c'est bien, je suis parée. Mais moi, j'étais partie sur mon rythme de 1 par semaine. Et en fait, quand j'ai commencé à épuiser mon stock, je me suis rendu compte de la limite. Je me suis dit, non, en fait, ça ne marchera pas. Donc, bon, ça, entre autres choses. Mais bon, en tout cas, j'aimerais retrouver un format un peu café des entrepreneurs d'une façon ou d'une autre. Pour moi, c'est ça. Et puis, améliorer globalement ma connaissance de la promotion du podcast. Tu vois, je sais que j'ai encore pas mal de choses à découvrir sur les possibilités du format et la manière de le faire connaître. Donc... mais en tout cas, c'est devenu mon canal de contenu pilier, comme j'aime bien l'appeler. Tu vois, mon contenu fondamental, c'est mon podcast. Enfin, maintenant, c'est vraiment ça. Et ça m'éclate trop, donc je vais pas arrêter, quoi. Écoute, non, mais je te souhaite surtout de ne jamais arrêter, parce qu'après, ça, une fois qu'on met le nez dedans, c'est sympa, c'est ludique, ça peut se... C'est moi, il m'est arrivé de fois d'enregistrer 2-3 épisodes dans la même journée. Oui, moi aussi, je le fais. Ouais, j'aime bien. Je suis lancée. Donc, des fois, tu sais, t'es lancé, là, t'arrives à choper les 3 invités, à les caler, tu sais, sur la même journée. Et là, ça te fait ça te donne une cadence de dingue, une masse de boulot, mais hallucinante. Mais une fois que tu sors de là, mais tu sais, t'as le sentiment du travail accompli. Ouais. Ah oui, complètement. Et c'est génial, parce qu'après, même pour les invités, je garde d'excellents rapports avec les invités, on échange toujours, et j'aime bien suivre un peu, tu sais, ce qu'ils font plus tard. Parce que certains, il y en a une qui a lancé une boisson, le Coco Kombucha, et lorsqu'on en parle, c'est à l'état de projet. Mm-hmm. Et elle a fait une campagne Ulule qui a été un carton phénoménal. Elle a lancé ses campagnes de pub, aujourd'hui elle commence à être distribuée de partout en France. Ah, mais lorsqu'on échange de son idée, c'est que l'idée elle est là, le produit elle l'a, mais rien n'est encore assemblé. Et des fois, tu sais, c'est pour ça, honnêtement, c'est hyper intéressant d'avoir des invités, je t'invite à le faire. Des fois, tu arrives au moment dans la vie de l'invité, et c'est un tournant. Mm-hmm. Et tu te rends compte, tu sais, quelques semaines, quelques mois plus tard, qu'il est tellement loin de là où il te disait, oh, alors j'espère faire ceci, peut-être avec un peu de chance. Et 6 mois après, tu le sens dépasser. Ouais. Ah, mais non, mais je trouve ça super chouette. Puis c'est vrai que les épisodes, ça a du charme aussi, je trouve, les épisodes où il y a de l'échange, ne serait-ce que le fait qu'il y ait plusieurs voix, qu'il y ait plusieurs points de vue. Enfin, il y a beaucoup d'intérêt dans le podcast à plusieurs. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose que je vais développer dans l'année. Enfin, ça, c'est certain. Mais voilà, donc voilà, tu vois, le projet du podcast, ce sera plutôt ça. Et puis pour le reste, pour la société, là, il y a une grosse échéance qui m'attend là dans... C'est combien de temps là ? On est le combien aujourd'hui quand on enregistre ? Le 24. Oui. On enregistre le 24. Et on est le 4. Et alors, vu que ça passera le 4, dans une semaine, c'est une grosse échéance pour moi. Parce que j'ouvre un nouveau programme d'accompagnement qui est un programme que j'ai encore jamais lancé en fait, qui va durer 3 mois et qui est un vrai programme sur l'identité de marque justement, où j'ai associé toutes mes compétences. Donc si tu veux, ça va associer l'exploration de soi, donc vraiment de revenir à son pourquoi, à sa connaissance profonde de ce qui nous motive et de ce qui fait notre personnalité, travailler son image de marque. J'y ai mis du théâtre, du storytelling, de l'écriture. Et en fait, on va vraiment progresser, tu vois, sur plusieurs semaines pour à la fois avoir une identité de marque qui soit
clair, tu vois, parce que souvent mes clientes, leur problème, c'est qu'elles savent pas trop ce qui les distingue des autres. Et puis, elles aiment pas trop se mettre en avant. Et du coup, ça leur pose beaucoup de problèmes dans leur com. Donc, voilà, le but, c'est de travailler là-dessus, puis de les aider avec les outils du théâtre, de l'écriture, pour avoir une communication qui leur ressemble, mais qui, en même temps, leur amène les compétences pour aller sur le devant de la scène, quoi. Et surtout, mais bon, ça, je vais pas te l'apprendre, c'est ainsi sur le fait qu'elle ne se compare pas Ah bah aux bien autres. sûr. C'est une horreur. C'est affreux. La comparaison, c'est l'ennemi number one. Et évidemment, je leur en parle souvent et j'ai prévu de leur en reparler encore beaucoup. Voilà, donc c'est pour ça. Voilà, voilà. Martel, c'est martel de message, mais jusqu'au bout. Oui, non, mais c'est sûr. Mais puis c'est difficile dans l'univers en plus de l'entrepreneuriat en ligne. Enfin, quand la moitié de ton travail consiste à être sur les réseaux sociaux, faut être accroché pour pas se comparer des fois. Hein. Mais bon, mais voilà, c'est le gros axe de développement de l'entreprise. Cette année, ce sera ça. Parce que c'est un programme qui est destiné à être, à avoir lieu au moins 2 fois dans l'année et du coup à grandir, j'espère. Mais je te le souhaite. Je te le souhaite. On arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que tu as un mot pour conclure ? Oh là là. Un podcast à conseiller, un conseil à... Ah, un podcast à conseiller, oui, j'en ai un que j'aime beaucoup. Et puis ça changera parce que, en général, en tout cas dans le milieu de l'entrepreneuriat, on a toujours les quelques mêmes podcasts, surtout l'entrepreneuriat féminin, qui sont conseillés, donc j'en ai un peu marre. Moi, je conseillerais le podcast de Kian Kojandi, Un bon moment, que j'adore. Un bon moment. Je suis en train d'écouter je suis en train de réécouter. Ah, bah, tu vois. Pendant que je suis en train, c'est qu'il est Avec en pause qui sur mon téléphone. Avec oui. Clément Viktorovitch. Ah bah, je trouve que c'est un podcast qui est fantastique et qui, en plus d'être super sympa, je trouve qu'il y a vraiment une trop bonne ambiance sur ce podcast. Il y a beaucoup je trouve, de similitudes entre les questionnements que peuvent avoir les artistes qui sont invités, vu que les 3/4 du temps, c'est quand même plutôt des artistes, et nos vies d'entrepreneurs et nos problèmes d'entrepreneurs. Donc, je trouve que c'est hyper inspirant. Et puis, ça change un peu de l'entre-soi entrepreneurial. Oui. Voilà, c'est pour ça que de temps en temps, il faut aller vers des êtres humains normaux. Oui, c'est bien. Moi, je trouve ça cool. C'est voir un peu ce qui se passe dans leur monde. Des fois, c'est génial. Ouais. Ah, mais c'est très inspirant, des fois. Mais non, ce sera mon mot de la fin, ça peut être ça, et puis pour le un reste, bon moment. voilà. Non, mais écoute, passer un bon moment en écoutant un bon moment. tu me fileras le lien de ton épisode préféré, on le mettra Ah yes. On le mettra en description. Oh bah spoiler, il y aura forcément Baptiste Le Caplin. Parce que c'est un petit peu mon héros. Il me fait trop rire. Super flippant. Ah oui, il est dingue. Mais j'avoue me reconnaître un peu dans sa folie, mais une version plus creepy. Mais il est drôle, mais il est hyper actif. Légèrement. Ouais, mais il a une capacité à pousser dans l'absurde qui est assez extraordinaire, je trouve. Moi, ça m'amuse beaucoup. Ah non, mais clairement, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il produit, ça frise le génie. Oui. Il est complètement barré, il est fou. Ouais. Mais ça, je pense que il le sait. Oui, il le sait. Justement, c'est beau, quoi. Je trouve qu'il sait qu'il est dingue. Il exploite à fond. Ouais. Non, mais écoute, il n'y a pas de souci. Mais écoute, s'il faut, on mettra tous les épisodes où il est passé. Je crois qu'il y en a 2 ou 3, je crois. Ouais. Non, mais du coup, j'ai écouté, et même pendant le confinement, je les ai regardés sur YouTube. Moi aussi, je les regarde sur YouTube, souvent, ouais. Donc, je dois avoir les liens qui traînent quelque part. Ouais, non, mais je te dirai, je rechercherai, je te dirai. Écoute, Charlène, je te remercie. Merci pour ton témoignage. Merci à toi. Merci d'avoir été là, de donner de ton temps. Et d'ouvrir le bal de la saison 2. Mais avec joie. T'as pas une petite langue de belle-mère, là? Des ciseaux dorés pour couper la... Ah non, mais on peut le mettre, on peut travailler un truc. Je vais mettre Cyril sur le projet. Je vais lui dire, vas-y, mets du rose, des rubans. Vas-y, sors tout. J'ai un carton comme ça chez moi, ça s'appelle Tout pour la fête. Faudrait qu'on s'en fasse un.
Bon, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité. Puis je suis très honorée d'ouvrir ta nouvelle saison Je, de podcast. je te remercie et je vous remercie à tous d'être restés jusqu'à la fin. Et je vous dis du coup rendez-vous dans 2 semaines. À très vite. Si tu envisages de monter ta boîte, je t'invite à réserver ta place pour la première masterclass dédiée à la création d'entreprise le 22 et le 23 octobre à Marseille. On discutera idées, produits, financement et no-code. Je te mets toutes les informations en description.